Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. Je vous retrouve aujourd'hui avec un jeu FFG, Star Wars Bordure extérieure et son extension Affaires en suspens. Le jeu a été conçu par Corey Konietzka avec Tony Fenci. Il est conçu pour 1 à 4 chasseurs de primes, contrebandiers ou mercenaires et nous transporte dans les confins de l'univers connu et dans la bordure extérieure symbolisé par ce plateau original qui va constituer l'espace dans lequel nous allons évoluer. La vidéo d'aujourd'hui sera partagée en 3 temps. Le premier temps sera consacré à la mise en place de la partie, un second temps à la détermination des personnages, joueurs et non-joueurs, puisque nous allons jouer contre un automate. Et le troisième temps sera consacré au premier tour de la partie, puisque compte tenu de la durée d'une partie de bordure extérieure, je pense que cette vidéo sera constituée de 2 épisodes. Et bien on démarre tout de suite par la mise en place de la partie. Donc la mise en place d'une partie de Star Wars Bordure extérieure avec l'extension Affaires en suspens démarre par la modification du plateau central, puisqu'on va retirer les bases à partir desquelles vont décoller on le verra au moment de la mise en place des jetons, les patrouilles de chaque faction. Donc on va retirer ces terminaisons du plateau pour les remplacer par les terminaisons proposées par l'extension. La différence entre les deux, c'est que, donc, comme je le disais, les terminaisons du jeu de base sont composées uniquement des bases, alors que les terminaisons proposées par Affaires en suspens comportent non seulement les bases, mais en plus de nouveaux mondes, intitulés les noyaux horaires et anti-horaires. À cela s'ajoutent, du coup, des cartes spécifiques qu'on va découvrir tout de suite, ainsi que des mécanismes qui vont nous permettre de passer d'une extrémité à l'autre du plateau, ce qui est particulier à l'extension, une fois de plus. Voilà, donc on va simplement mettre ça en place. Alors, Empire et Hutt sont les premières factions, elles se mettent au niveau de la tuile avec Takonada et l'anneau de Kefren. Voilà, ils vont constituer le noyau horaire. Et de l'autre côté, vers Cantonica et Ord Mantell, nous avons la faction de la rébellion et des syndicats du crime. Voilà, ensuite, alors ça c'était pour le plateau de jeu en lui-même, qui va constituer notre aire d'évolution. Ensuite, la principale étape de mise en place, c'est la répartition des différentes cartes sur le plateau, enfin sur la zone centrale de jeu. On a d'abord un deck original et particulier, enfin spécifique à ce jeu, qui s'appelle le deck base de données, dans lequel on trouve des cartes numérotées qui vont rester dans l'ordre, on n'a pas besoin de le mélanger. Et lorsqu'on devra piocher une carte d'un numéro donné, eh bien, on regardera si cette carte comporte si ce numéro comporte une ou plusieurs cartes. Si, par exemple, comme c'est le cas là pour la carte numéro 1, si on doit piocher la carte numéro 1, nous en prendrons une parmi l'ensemble des cartes numérotées numéro 1, en piochant au hasard, bien sûr. Ce qui amène une certaine rejouabilité. Donc voilà pour la carte, pour le deck base de données qu'on va mettre de côté. Ensuite, on a un deck spécifique intitulé Escale qui correspond, on le voit ici, à des points de navigation interstellaires, interplanétaires, intersidérales, comme on veut. Donc, que nous pourrons rencontrer, parce que ce sont des decks rencontres, hein, c'est un deck rencontre, que nous pourrons rencontrer lorsque nous nous arrêterons sur l'un de ces points de navigation. Donc celui-là aussi, on le met de côté. Deck rencontre apporté par l'extension, eh bien c'est celui qui correspond au monde du noyau et à travers le noyau. Donc à chaque fois que nous viendrons sur l'une des extrémités du plateau, eh bien nous devrons même rencontrer une de ces cartes, sachant que utiliser
les mondes du noyau pour rejoindre l'une ou l'autre extrémité du plateau est assez dangereux. Donc on peut imaginer que ces rencontres seront quand même assez périlleuses. Ensuite, dans l'ordre, il va nous rester 2 gros decks là. Donc celui-ci, où l'on trouve les cartes qui comportent sur leur dos les planètes correspondant à chaque tuile du plateau, sont des cartes rencontres correspondant à chaque lieu, de manière assez classique dans les jeux de FFG. Donc là, par exemple, on a des rencontres spécifiques au monde Mon Calamari, qui se trouve là. Donc lorsqu'on arrive là, eh bien, on peut piocher une carte rencontre dans ce deck. Et puis on a la même chose pour l'ensemble des planètes et l'ensemble des régions de la bordure extérieure. Donc on va simplement poser les decks face à nous et face cachée. Voilà, pour pouvoir aller effectuer des rencontres selon notre position géographique. Donc en gros, donc en tout, il y a 6 decks de rencontres liées aux planètes, plus le deck escale, plus le deck monde du noyau, ce qui nous fait une dizaine de decks rencontres. Ensuite, on a un gros tas de cartes encore, qui va être réparti en 6 mini-decks. Et ces decks correspondent à des éléments de marché. Alors, on a d'abord les primes que nous allons pouvoir acquérir, donc des primes recherchées par les chasseurs de primes, donc qui sont pour l'essentiel la traque de personnages à retrouver dans la bordure extérieure et à ramener ou à éliminer. Au premier deck. Ensuite, nous avons des decks missions, donc là, des objectifs un peu plus éclectiques, non centrés sur les personnages. Il y a aussi les cartes qui correspondent à des équipements. Voilà. Donc là, pour équiper notre vaisseau ou notre personnage, on va le voir plus tard. Des decks, un deck cargaison qui va nous permettre d'assurer des opérations de commerce ou de transfert de marchandises ou de biens ou de personnes. Un deck luxe qui s'apparente aux cargaisons mais avec une valeur ajoutée plus importante. Et enfin, un deck vaisseau dans lequel on pourra trouver des vaisseaux avancés pour équiper notre personnage. Voilà. Chaque deck doit être mélangé. Et on révèle la première carte sans appliquer d'autres effets. Ce qui va constituer l'offre du marché initial. Donc voilà, on fait ça pour les primes. On fait ça pour les missions. On fait ça pour tout en fait. Voilà, pour les équipements. Voilà. Et puis on détaillera tout ça au fur et à mesure de la partie. On verra comment fonctionnent ces cartes-là. Alors ce qu'il faut noter comme règle, c'est qu'on peut effectuer des achats sur le marché à partir du moment où on est sur une planète. On ne peut pas effectuer d'achat lorsqu'on est sur une étape, donc sur un point interstellaire. Il n'y a pas ce ne sont pas des points matériels, donc il faut attendre d'être sur une étoile pour pouvoir effectuer tous ces achats. Voilà, donc là on a déjà installé une grosse partie du matériel. Ce qui reste après comme gros morceau, ce sont les jetons. Alors il y a pas mal de jetons dans ce jeu. Alors, je les ai rassemblés dans des boîtes de rangement achetées pour l'occasion, 1,80 € je crois chacune. Et ce sont des boîtes qui ont 7 compartiments. Et en fait, j'ai acheté 2 boîtes, donc 14 compartiments, ce qui me permet de répartir l'ensemble des jetons par type de manière organisée, ce qui fait que j'ai plus besoin de déballer à l'avance, de sortir ça des sachets, etc. Il y a juste à ouvrir les boîtes et les mettre devant soi et on peut démarrer. Alors, quels sont les jetons à installer sur le plateau? Il y en a de 2 types, essentiellement. Il y a d'abord les jetons patrouilles, dont je parlais tout à l'heure. Donc, ces patrouilles vont démarrer sur les bases de chaque faction. Donc là, on a une patrouille de niveau 1 pour l'Empire.
que je vais mettre sur un petit socle. La patrouille de niveau 1 pour l'Empire, en fait, donc c'est un vaisseau qui a une capacité de combat de 3, qui rapporte une récompense de 5 lorsqu'on l'a détruit. Et à chaque fois qu'une patrouille de n'importe quelle faction va rentrer sur le plateau, elle va le faire par cette étape-là, par cette escale, par ce point d'escale, situé de manière adjacente à la base. Alors, chaque faction a en tout 4 patrouilles. Voilà. Et on voit que chaque patrouille a un niveau. Donc là, c'est la patrouille de niveau 1 avec un point. Une patrouille de niveau 2, une patrouille de niveau 3, une patrouille de niveau 4. Ce qui va constituer un petit stack comme ça. Et donc, les patrouilles de niveau supérieur sont stockées dans la base et seront lancées si la patrouille actuellement en faction venait à disparaître. Voilà. On fait la même chose pour l'ensemble des factions. Donc voilà, j'ai la patrouille 1 pour les huts. Elle va également sur le même point de départ. Pour les syndicats, on va mettre la patrouille 1 sur la première escale à côté de la base. Idem pour les rebelles. Voilà, il peut y avoir n'importe quel nombre de patrouilles par escale ou par lieu, c'est pas un problème. Et puis, du coup, je vais installer les derniers jetons sur leurs bases respectives et on sera prêt au niveau des patrouilles. Voilà, j'ai mis en place les différentes patrouilles des 4 factions. Je suis en train de voir que j'ai inversé deux factions, les Hutt et la Rébellion. Voilà qui est fait. Alors, comment fonctionnent les factions? Elles ont un système autonome d'évolution. C'est-à-dire que le jeu nous dira où la faction se déplace et ce qu'elle fait. Pour les déplacements, ce sont les cartes marché qui nous indiquent le nombre de cases que parcourt chaque patrouille. Par exemple, ici, si sur cette carte, on voit que la patrouille en service des syndicats parcourra 4 lieux, donc 1, 2, 3, 4 par exemple, vers le joueur actif. Donc s'il s'agit de mon joueur, eh bien la patrouille se dirigera vers moi. S'il s'agit du joueur de l'automa, elle se dirigera vers l'automa. Voilà comment fonctionnent les patrouilles. Ensuite, il y a un deuxième type de jeton sur le plateau. Jeton très important puisque il va s'agir de tous les personnages que l'on peut rencontrer dans la bordure extérieure. Voilà. Chaque jeton personnage comporte le nom du personnage et un numéro. Ce numéro renvoie au deck base de données et constitue là encore une rencontre particulière qui peut revêtir la forme de mission, de prime, de plein de choses. Il y a plein de cas de figure différents. Ce qu'on découvre lorsqu'on arrive à rencontrer, lorsqu'on parvient à rencontrer un des personnages. Alors, comment mettons en place ces jetons? Alors déjà, il y a des jetons de différentes couleurs. On a les jetons blancs, les jetons jaunes et les jetons verts. L'extension amène une quatrième couleur de jetons rencontre, les jetons orange. Les blancs sont les plus faibles, les oranges sont les plus puissants des personnages. D'ailleurs, on va retrouver des personnages emblématiques comme Boba Fett, qu'est-ce qui est emblématique? Peut-être on a plus emblématique que ça par rapport à l'histoire. Décidément, je n'arrive pas à tomber sur des personnages vraiment centraux de la saga. Alors, je vais y arriver. Donc voilà, là on a un robot chasseur de primes, par exemple, de la saga. Là, un robot chopper. Là, on a Lando Calrissian, par exemple, qui est un personnage central aussi. Évidemment, Yann Solo. Donc voilà, on retrouve vraiment des personnages très très importants de la série. Donc ce sont les plus puissants. Et puis les blancs sont les moins puissants, les plus communs. Et puis on va vers
vers des personnages de plus puissants, du blanc au jaune, vert et orange. Voilà l'ordre. Donc comment répartit-on ces jetons sur le plateau? Eh bien c'est simple, on va tous les mélanger, face cachée. Voilà. Et on va les positionner de deux manières. Les oranges viendront directement être positionnés sur les planètes, puisque ce sont les personnages apportés par l'extension. Il n'y a pas d'emplacement autre que des planètes pour eux. Donc voilà, on en pose un. Il n'y a pas de personnage sur les mondes du noyau. Voilà, et on fait ça absolument partout. Ensuite, pour les jetons verts, jaunes et blancs, eh bien, le plateau indique leur position grâce à la couleur de référence. Donc là, on a par exemple un jeton blanc et un jeton vert sur la note Kefren. Donc on va aller chercher un jeton blanc, un jeton vert, qu'on va positionner face cachée. Ce qui signifie qu'on ne sait pas exactement qui est sur Kefren et qui est sur une autre planète, sur Takonada par exemple. On sait seulement qu'il y a des personnages plus ou moins puissants qui naviguent comme ça dans la bordure extérieure et qu'on peut potentiellement retrouver sur les lieux. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais remélanger les jetons et puis je vais positionner l'ensemble sur le plateau de jeu, hors caméra. Voilà. Et tout ça, bien sûr, au hasard. L'installation de notre personnage est un moment important de la mise en place de la partie parce que c'est à ce moment-là que démarre l'aventure en tant que telle. On va voir pourquoi. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais choisir de manière délibérée mon perso. Il y a 4 plateaux, bien sûr, dans la boîte, puisqu'on peut jouer à 4 joueurs. Et moi, je vais prendre ce plateau-là, voilà, un peu coloré, que je vais mettre en place comme ça. Alors, le défaut, hein, c'est que ce sont des doubles couches, mais alors ils sont complètement gondolés, malgré le fait que je les mette avec des petits sachets, là, mais ça ne marche pas des masses. Bon, j'ai pas encore trouvé la solution pour les dégondoler. Alors, comment on met en place un personnage? Alors, une fois n'est pas coutume, je vais choisir mon personnage. J'ai envie de jouer avec lui. Voilà, un chasseur de primes bien connu, Boba Fett, qui est un personnage charismatique de la saga, et qui a un look que j'adore, que j'ai toujours adoré depuis que je suis gamin. Donc c'est vrai que je joue avec lui pour cette première partie. Donc je prends son standy, je le laisse là pour l'instant. Ensuite, je vais aller récupérer sa carte de personnage, puisque là encore, les informations qui nous sont nécessaires vont être apportées par une carte. Alors les personnages sont tous équipés de cette carte-là, de présentation. Boba Fett, voilà, il est là. Alors, que nous dit la carte personnage? Elle nous donne le nom, elle nous dit que Boba Fett a 3D de combat pour les combats terrestres. Là, on voit le symbole avec le bras et le pistolet sont des combats terrestres. 4 en points d'armure, en résistance. Elle nous indique aussi une capacité particulière de Boba Fett qui est, dans la phase d'action, de regarder secrètement un contact de votre planète, donc sous-entendu la planète où on se situe. Et on a un objectif personnel qui va déjà orienter un petit peu notre stratégie, qui va nous dire gagner les récompenses de 2 primes pour gagner une gloire, puis retourner cette carte. C'est un chasseur de primes, donc Boba Fett. Donc son but est bien sûr de capturer ou d'éliminer des personnages évoluant dans la bordure extérieure pour le compte d'un employeur ou d'une cause, selon les cas. Voilà pour la mise en place de notre personnage. On découvrira bien sûr au moment où on réalise cet objectif quelles sont les conséquences pour Boba Fett. Mais pour l'instant, on va rester comme ça. On note aussi qu'au bas de la carte personnage,
il est indiqué que lors de la mise en place, on doit piocher la carte numéro 90. Et là, il y a un symbole plus auprès des hôtes. Donc ce symbole est le symbole d'influence, qui signifie qu'on a une influence, un point d'influence auprès des hôtes. Alors comment suit-on l'influence que nous possédons auprès des différentes factions? Eh bien, c'est grâce à ce cadran sur lequel on va positionner des curseurs, comme ça. Et ces curseurs seront manipulés pour indiquer si on a une influence positive auprès d'une faction ou négative. Là, dans le cas de Boba Fett, on vient de le dire, il a une influence positive auprès des Hutt, donc son curseur va être mis en haut. Il n'y a qu'un seul cran à chaque fois. Voilà, donc on a la même chose pour les syndicats, l'Empire et les rebelles. Donc bien sûr, en fonction des missions ou des actions qu'on va effectuer, des choix qu'on va faire, les influences ici vont bouger. Elles vont pouvoir aussi s'opposer, se conjuguer et impliquer des conséquences pour notre personnage de manière plus ou moins importante selon l'opposition. Dernier élément, dernière information importante qui figure sur les cartes personnages, ce sont les compétences. Donc Boba Fett a la compétence furtivité et tactique. Ces mots-clés sont importants car ils influent sur les tests de compétences. On y reviendra pendant la partie. Voilà. Les autres zones du plateau de jeu sont deux zones d'équipement où on pourra venir intégrer des équipements qu'on achèterait sur le marché et qui affectent notamment le personnage en tant qu'individu. Ici, on a deux slots qui nous permettent d'intégrer des missions ou des primes. Sur le côté, ici, on va venir positionner un vaisseau. Alors, au démarrage de la partie, on a des vaisseaux de base, en fait, tout simplement, qui sont les mêmes pour l'ensemble des personnages. Mais on a quand même un choix à l'intérieur de ça. C'est-à-dire qu'on peut choisir entre, je vais dézoomer, entre un chasseur de type G1A ou un G9 Rigueur, donc c'est plus un cargo. Évidemment, on va choisir ce vaisseau en fonction des caractéristiques qui sont indiquées à gauche, à savoir l'hyperdrive, là, qui correspond à la capacité de déplacement de chaque vaisseau. Donc là, ce vaisseau-là peut se déplacer de 6 lieues à chaque tour, et celui-ci de 5 lieues à chaque tour. Le cargo, lui, a 2 en capacité de combat spatiaux. Voilà, donc il lance 2 dés, et il a 3 en structure, donc pas très résistant. Alors que le chasseur, lui, est plus spécialisé sur le combat spatial. Il a 3 dés en combat spatial et 4 en résistance. Considérant que Boba Fett est par définition un chasseur de primes, on va utiliser pour le moment le chasseur G1A comme vaisseau de base. Donc je le connecte à son plateau de jeu. Et nous voilà propriétaires de ce vaisseau. Enfin, dernier élément, ce sont, alors comment ça s'appelle ça? Voilà, ce sont ces cartes-là qui vont se positionner à droite du plateau et qui vont constituer les objectifs personnels de carrière, on va dire, de notre personnage. Alors, je vais juste vérifier le nom de ces cartes que j'ai oubliées. Ce sont les fiches ambition. Voilà. Alors, les fiches ambition comportent tout un tas de quêtes, on va dire, et que nous allons devoir réaliser. Alors, comment on sélectionne une fiche ambition? Eh bien là, c'est au hasard, en début de partie. On mélange, on en prend 2 et on choisit, on en prend 2 au hasard et on choisit parmi ces deux-là celle qui nous intéresse le plus. Alors, par exemple, là on a par exemple l'ambition d'être le plus craint de la galaxie. On voit qu'il y a une petite modification de mise en place, on va y revenir si on retient ça, et que ces objectifs sont axés sur les primes, les combats terrestres et spatiaux. Donc ça, c'est la première ambition. La deuxième ambition, c'est d'être une légende vivante. Donc encore un peu mégalo, celle-ci. Et là encore, des modifications de mise en place. En revanche, cette fois,
L'objectif sera centré sur l'influence, la connaissance, la furtivité, la tactique. Furtivité et tactique qui sont quand même assez proches de nos compétences de départ. Donc, ce qui m'amène à réfléchir. À ce qui va orienter notre jeu. Donc, j'hésite entre le plus craint de la galaxie et Légende vivante. Je crois que je vais prendre Légende vivante. Simplement parce que Boba Fett est quelqu'un d'assez rusé dans la série et dans la saga. Donc, il n'est pas uniquement axé sur le combat. C'est quand même pas la brute épaisse, même si il est sans pitié. Mais on va prendre l'ambition de Légende vivante. Voilà, et on connecte ça sur notre plateau. Voilà qui est fait. Alors, que nous reste-t-il en matière de mise en place? Eh bien, à respecter les consignes données par la carte personnage et la carte ambition, du coup. Donc, pour la carte personnage, on va piocher la carte data numéro 90. Alors, on va déjà voir s'il y a plusieurs cartes. 90. Voilà. Alors, on a 1, 2, 3, 4 cartes 90. Donc, on va les mélanger. Et on en sélectionne une au hasard. Voilà. On va prendre celle-ci. Donc, cette carte 90 consiste en quoi? Donc, planète de départ. Donc, elle nous indique que Boba Fett démarre sur Rylos. Alors, qui se trouve là. Voilà. Donc, ça, c'est notre lieu de départ. Et que nous avons comme premier objectif de retrouver et de capturer ou d'éliminer Lobot, un personnage avec une capacité de combat de 2 et qui nous rapporterait en cas d'élimination 5000 crédits et une gloire, et en cas de capture 10 000 crédits et une gloire, à condition de ramener Lobot sur Cantonica. Cantonica qui est une planète sans faction. Donc là, c'est vraiment une mission pour un indépendant, on va dire. Qui va nous permettre peut-être de nous faire connaître en tant que chasseur de primes. Alors, quand on récupère une prime, on la connecte sur un des slots de notre plateau. Voilà, ce qui est fait. Et donc, bien sûr, là, on voit que c'est un personnage d'une couleur blanche. Donc, eh bien, on va regarder après où on peut trouver un personnage de couleur blanche dans les bordures extérieures. Donc, il y en a plusieurs. Il va falloir qu'on navigue comme ça pour retrouver la trace de Lobot et lui réserver le sort qui nous rapportera le plus d'argent. Une fois qu'on a sélectionné la carte 90, on remet les autres dans le deck de data sans le mélanger. Voilà, alors avec une main, c'est pas facile. Voilà qui est fait. Et puis, dernière étape d'installation, on voit que, en tant que future légende vivante, eh bien, on a une mise en place qui nous confère 5000 crédits galactiques au début de la partie. D'ordinaire, on en a 4000 quand on est premier joueur. Là, on en a 5000. Et on peut gagner une réputation de la faction de notre choix. Alors, on a déjà les Hutt qui sont dans le positif. J'ai bien envie de gagner une réputation positive de l'Empire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'Empire contrôle les mondes du noyau. Et traverser ces mondes pour passer d'un côté à l'autre sans avoir une influence positive auprès de l'Empire est très compliqué apparemment. Même si je ne l'ai encore jamais fait, mais j'ai lu les règles.
Et c'est ce qui est indiqué dans les règles. Donc je vais anticiper un petit peu ce côté-là. Après, dans l'absolu, j'aimerais bien me rapprocher de la rébellion, bien sûr, pour faire partie des gentils. J'ai mon intérêt personnel. Et donc pour faire partie des gentils, mais mon intérêt personnel va devoir gouverner mes choix, ce qui est très très raccord avec le personnage de Boba Fett, hein, dans la saga. La mise en place de notre personnage joueur est totalement terminée. Je vais simplement mettre de côté tous les jetons et les dés qui vont nous servir. Il nous reste à mettre en place notre adversaire. Alors dans ce jeu, on peut jouer contre 2 automas si on le veut. Là, je vais jouer contre un seul automa qui sera également un chasseur de primes, donc un concurrent direct. Et grâce à l'extension, eh bien, le chasseur de primes a un deck spécifique. Voilà, qui est celui-ci. Là, on a le deck des contrebandiers qu'on ne va pas utiliser pour cette partie. Je vais mettre de côté. Mais globalement, hormis l'apport de ce deck, la mise en place de l'automa est très proche de la mise en place du joueur en main. Donc, pour la mise en place de l'automa, comment ça se passe? Eh bien, on va regarder... On va retenir déjà l'ensemble des cartes du deck chasseur de primes. Il y a 5 cartes en tout, donc on les mélange. Voilà, ce qui va constituer le deck spécifique. Et ensuite, on va sélectionner une carte signature qui correspond à l'ensemble des personnages chasseurs de primes. Et de cette manière, on va déterminer aléatoirement qui sera notre adversaire pour cette partie. Alors on peut tout à fait choisir après contre qui on s'oppose, mais là en l'occurrence je vais choisir un adversaire de manière aléatoire. Voilà, alors là c'est Cad Bane qui sera notre adversaire. Donc cette carte-là, cette carte signature qui va influer les actions de l'automa est ajouté au deck de l'automa, bien sûr. On mélange, voilà, et donc on a donc 6 cartes sur le chasseur de primes qu'on va mettre de côté. Ensuite, comme nous, eh bien, ce chasseur de primes Cad Bane va avoir un plateau joueur. On va aller récupérer sa carte de personnage. Alors, je ne le connais pas, Cad Bane. Voilà, Cad Bane, voilà, c'est lui. Alors, que nous dit sa carte? Cad Bane, il a 3 en combat, comme Boba Fett, 4 en armure. Vous commencez la partie avec 2 gloires. Alors, les gloires, oui, j'ai oublié ça. Sur chaque plateau personnage, en fait, on a des slots ici qui vont nous permettre d'indiquer le niveau de gloire atteint. Accessoirement, le niveau de gloire constitue la condition de victoire de la partie, puisque pour gagner une partie, il faut atteindre les 10 points de gloire avant son adversaire. Au moment où on atteint ces 10 points de gloire, là, la partie s'arrête immédiatement et on regarde qui a gagné. Voilà. Pour Cad Bane, lui, il va démarrer avec cet avantage, puisqu'il a deux points de gloire dès le début. C'est a priori un chasseur de primes connu dans la galaxie. Et donc, il va bénéficier de cette aura. On va également lui donner les jetons là, qui permettent de suivre son influence. Même si... voilà, donc les huts, Comme nous, Cad Bane a une influence, a un point d'influence auprès des huts.
Donc c'est vraiment notre concurrent direct. Et il va aller chercher une carte 90 également. Logique, hein, puisqu'il est chasseur de primes, donc il va récupérer une mission de départ assez proche de la nôtre, finalement. Donc vous voyez que la mise en place est vraiment la même qu'un joueur humain. Donc on va prendre cette carte-là. Alors, Cad Bane va chercher le docteur Evazan, c'est une prime, et il va démarrer sur Takonada. Takonada se trouve proche du noyau horaire. Donc nous n'avons qu'une chose à faire maintenant, c'est de placer son standy sur Takonada. Voilà. Qui est fait. Donc on est quasiment dans la même région, lui et moi. Cette prime est posée sur son plateau. L'automa va démarrer avec 6000 crédits galactiques. Voilà. Les autres cartes ne seront pas utilisées pour cette partie. Ça, c'est son deck. Par contre, comme nous, notre adversaire a un vaisseau de base. Alors, je pense que lui, en toute logique, il a également le chasseur. Voilà, sauf qu'on s'est spécifié, mais je crois que en tant que chasseur de primes, il a forcément le chasseur comme nous. Voilà. Est-ce qu'il a une autre condition de départ? Alors lui n'a pas d'ambition, on ne les connaît pas en tout cas. Toutes ses actions seront déterminées par ce deck. Voilà, je pense qu'on est bon. On a tout fait. Je vais vérifier dans le livret de règles pour la mise en place de notre adversaire virtuel, mais je pense qu'on est bien. En partie solo mise en place. Vous êtes le premier joueur, gagnez 4000, lui 6000. Suivez les instructions de mise en place de la carte personnage. Ensuite, placez un pion objectif sur la destination indiquée. Ah oui, alors le pion objectif. Alors oui, c'est vrai qu'on doit placer un pion objectif pour les adversaires. Alors là, il cherche le docteur Evazan. Il ne sait pas où il est, donc il va regarder quel est le pion de la couleur du personnage recherché le plus proche. Là, en l'occurrence, c'est celui-ci. Donc, on va mettre un pion là. Cela dit, ça peut être celui-là aussi. C'est un des deux. Ça, faut que je compte. Donc, 1, 2. Ah bah non, 1, 2. Non, non. Et l'autre, 1, 2, 3. Ouais. Donc, c'est bien ce jeton-là qui va constituer le premier objectif de Cad Bane. Voilà, la mise en place de l'adversaire me semble terminée. Qu'est-ce que j'oublie? Piocher chacune pattern pareil. Mélanger toutes les cartes IA, puis placer le paquet face cachée. Voilà, donc on est totalement prêt. Cette fois, à démarrer la partie. Vous voyez, alors là, évidemment, j'ai tout repris, j'ai tout détaillé. En même temps, j'ai pris connaissance aussi des informations apportées par la mise en place des personnages, mais globalement, cette mise en place est quand même simple, rapide et efficace, surtout lorsqu'on a ces fameuses boîtes-là de rangement qui évitent d'avoir tous ces sachets à déballer, puisque les jeux FFG, traditionnellement, ne proposent aucun rangement. Voilà, donc je vais ranger un petit peu tout ce qui traîne, tout ce qui ne va pas nous être utile, et puis on va pouvoir se lancer dans l'aventure. Alors, premier tour de jeu de notre partie. Avant de regarder quelles sont les étapes du tour d'un joueur résumé sur les cartes d'aide, eh bien, on va prendre connaissance en détail de nos objectifs, des objectifs qui constituent notre ambition de légende vivante. Une vie de crime est pleine de rebondissements, mais souvent courte. Vous avez prévu de vivre assez longtemps pour profiter de vos gains et vous avez un plan pour y parvenir. Ça, c'est notre ambition. Vous pouvez troquer pour payer les coûts de cette fiche. En tant qu'action,
Si vous vous trouvez sur une planète affichant une icône faction, effectuez un test d'influence. Si vous réussissez ce test, dépensez 5000 crédits pour gagner une réputation de faction de cette planète. Alors les factions des planètes sont indiquées sur le plateau. Donc par exemple là, on a Naboo qui est impérial, Naluta qui est sous influence des Hutt, Lothal qui est également sous domination impériale, Ord Mantell qui est sous la domination des syndicats. Voilà un exemple. Nous, au démarrage, depuis l'installation, on bénéficie déjà de 2 influences positives, ce qui est un bon point de départ. Donc il nous resterait en théorie à exercer de l'influence auprès des syndicats et de la rébellion, pour être bien vu par ces factions-là. Ensuite, premier objectif concret, achetez-vous une place au soleil. Action. Donc si vous vous trouvez à Takonada, dépensez 20 000 crédits pour accomplir cet objectif. Donc en gros, on s'installe sur Takonada, c'est notre objectif. On achète peut-être une petite maison au bord d'un étang, parce qu'on voit que Takonada est une planète assez verte, verdoyante et avec de l'eau, donc qui a l'air assez accueillante comme ça. Elle n'est sous aucune influence ou domination. Donc ça a l'air d'être un havre de paix, recherché par les chasseurs de primes, mercenaires et contrebandiers de la bordure extérieure. Donc ça, c'est notre premier objectif, nous installer sur Takonada. Ensuite, assurez-vous que personne n'ait intérêt à interrompre votre retraite. Donc ça rejoint un petit peu la première action. On va essayer d'avoir 4 influences positives dans les 4 factions pour être tranquille et ne pas être recherché par telle ou telle faction et être inquiété. Donc on a une action spécifique qui nous permet de faire ça en échange d'un test et d'argent. Donc on achète notre tranquillité. Ça, c'est notre deuxième objectif, et il doit être réalisé en permanence pour qu'on gagne. C'est-à-dire qu'on doit avoir cet objectif réalisé en même temps que les autres pour gagner la partie. Enfin, mettez-vous à l'abri du besoin en remportant un grand tournoi de Sabak. Donc là, ce tournoi se déroule à Cantonica, à savoir Cantonica est ici, donc aucune influence non plus, mais à proximité du noyau anti-horaire et des bases de factions rebelles et des syndicats du crime, factions pour lesquelles on n'a pas d'influence pour l'instant. Objectif final, rencontre. Dépensez 10 000 crédits pour choisir un autre joueur et résolvez la carte numéro 40. Donc je n'ai pas regardé cette carte, bien sûr, je ne sais même pas s'il y en a plusieurs. J'imagine que c'est un espèce de combat ou de course, peut-être contre ce personnage, et qu'il aura certaines conditions. Pour ça, il va falloir qu'on équipe à la fois notre personnage, si c'est un combat, et notre vaisseau, pour le rendre plus performant si c'est une course. Enfin, donc si on réussit ce tournoi, je ne sais pas exactement encore de quoi il s'agit, vous touchez cette récompense et vous gagnez la partie. Si un autre joueur gagne le tournoi, il gagne les 10 000 crédits. Et à ce moment-là, la seule condition de victoire sera le gain des 10 points de gloire en premier. Voilà en ce qui concerne nos objectifs d'ambition. Et ce qui va un petit peu guider maintenant notre stratégie. Alors, la difficulté, là, c'est qu'il va falloir qu'on gagne beaucoup d'argent pour nous installer et garantir notre retraite, mais en même temps sans froisser aucune faction. Donc, je ne sais pas encore comment faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que je m'équipe, que je change de vaisseau, parce que celui-là n'est vraiment pas assez satisfaisant. Surtout si à la fin, j'ai un tournoi qui inclut l'utilisation d'un vaisseau, par exemple. Donc, il va falloir que j'améliore tout ça. Donc maintenant, on va passer au premier tour à proprement parler. Donc, un tour de joueur se décompose en 3 étapes. La première étape est l'étape de planification. On choisit un point parmi tout cela. Donc, on peut se déplacer du nombre de cases égal à notre score d'hyperespace, là. Donc, là, notre vaisseau nous permet de nous déplacer de 5 lieues. On peut également gagner 2000 crédits si on ne bouge pas.
Ou on peut, sans bouger encore une fois, enlever tous les dégâts qui seraient à la fois sur notre vaisseau et sur notre personnage si on a récolté des blessures lors d'un combat spatial ou terrestre. Alors, dans le cas présent, je vais rester sur Reload pour gagner 2000 crédits. Je récupère 2000 crédits tout de suite, qui s'additionnent à mes 5000 crédits. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux m'équiper le plus vite possible, notamment pour les combats terrestres, puisque je n'ai que 3 en combat. Et dans le marché, j'ai remarqué cette carte qui coûte 4000 crédits galactiques. C'est une arme. Pendant un combat terrestre, vous pouvez changer un de vos résultats concentration en un succès. Alors les résultats concentration font partie des résultats que l'on peut obtenir sur les dés. Ça, ce sont des succès, et ça, ce sont les succès critiques. Donc l'idée, c'est de pouvoir changer un résultat concentration en un succès. Par ailleurs, si vous avez furtivité ou force, gagnez +1 en combat terrestre. Or, notre personnage a bien furtivité, donc cet équipement est raccord avec Boba Fett, ce qui fait qu'il m'intéresse grandement. Donc je vais acheter... alors j'ai fait ma première action, ma première étape de planification. Je passe à la deuxième action. Alors, je peux effectuer tout ou partie des actions disponibles dans cette étape. Je peux livrer des cargaisons et primes, éventuellement. Je peux effectuer une action acquérir, donc acheter des éléments du marché. Donc là, c'est ce que je m'apprête à faire pour armes. Je peux également acheter une carte du dessus du paquet marché et résoudre le déplacement de la patrouille. Alors ça, on va voir comment ça marche. Et enfin, je peux échanger des cartes avec un autre joueur. Enfin, et je peux aussi, d'ailleurs, j'ai sauté une ligne, je peux défausser la carte du dessus du marché. Je peux faire ça 2 fois pour faire tourner le deck pour découvrir quelque chose qui me conviendrait mieux. Alors, dans le cas présent, je vais commencer par dépenser 4000 crédits galactiques pour m'acheter cette arme et en équiper. Donc, je dépense 4000. Donc, 5, je reprends 1. Et j'équipe Boba Fett de cette vibro-lame qui sera un atout en combat terrestre. Du coup, je dois révéler une nouvelle carte ici. C'est le cas. Donc, ce que nous indique cette carte de droïde astromech, c'est qu'on peut acheter un membre d'équipage pour 4000 crédits. Mais surtout, puisque j'ai acquis une carte dans ce tour, je dois réaliser les consignes de déplacement ou de révélation indiquées par la carte. En l'occurrence, là, il faut que je révèle un jeton personnage jaune de la planète où je me trouve. Donc là, on voit que Maz Kanata, on découvre que Maz Kanata, on apprend en étant sur Reload, que Maz Kanata est dans le secteur et que celui-ci évolue sur la planète. Alors ça ne m'arrange pas que ce jeton soit révélé, puisque il permet à notre adversaire d'accéder à l'information. Donc si jamais Cad Bane doit trouver Maz Kanata, il va pouvoir le localiser facilement puisqu'il sait où il se trouve désormais. Le bruit court qu'il est sur Reload. Ensuite, comme autre action, j'ai mon action spécifique. J'ai ma compétence spécifique qui me permet de regarder secrètement un contact de ma planète. Donc je vais prendre ce jeton vert et je vais regarder qui c'est. C'est le droïde IGRM, un espèce de droïde de combat. C'est un droïde de la faction Syndicat. Et il me permet d'effectuer la rencontre à partir de la carte 15 du deck de base de données.
Ok. Moi, j'ai pris secrètement connaissance de la position de ce droïde. Donc, je remets le jeton face cachée, ce qui fait que Cad Bane ne connaît pas la position du droïde. Donc ça, c'est plutôt un atout pour moi et je vais essayer à chaque fois de regarder secrètement où se trouvent les personnages pour ne pas lui faciliter la recherche de primes éventuelles. Donc ça, j'ai fait mon action une fois, donc c'est fait. Ici, je peux faire aussi comme action, si vous vous trouvez sur une planète affichant une icône de faction, effectuez un test d'influence. Si vous réussissez, donc on fait un cadeau, hein, dépensez 5000 pour gagner une réputation. Alors là, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas assez d'argent. Par ailleurs, je suis sur... Ah oui, bah, ça aurait pu m'intéresser, parce que là, je suis sur une planète de la rébellion. J'aurais pu gagner une influence pour 5000. Bon. Là, ça ne va pas être le cas. J'ai déjà effectué un achat. Que me reste-t-il? Ah oui, alors je peux, tout à fait, défausser la carte du dessus d'un paquet marché. Alors, j'ai bien envie de faire ça. J'ai bien envie de faire ça pour que cette prime ne soit pas trop dans le collimateur de Cad Bane, parce qu'elle rapporte notamment 2 gloires. Donc, ce que je vais faire, je vais défausser cette carte. Donc, je la mets en dessous du paquet. Et j'en révèle une nouvelle en espérant que cette nouvelle carte sera une prime moins forte. Ouais, c'est une prime blanche, donc c'est Garidan. Et on voit qu'elle ne rapporte qu'une gloire. Donc ça apporte un gain moins important à notre adversaire. Par ailleurs, il ne sait pas où se trouve Garidan. Donc je ne l'aide pas. Je l'aide un peu moins, on va dire. Je lui mets quelques bâtons dans les roues d'emblée. Donc ça, c'était pour mon étape d'action. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Échanger des cartes, non. Acheter une carte, c'est fait. Voilà, livrer une cargaison aux primes. Je n'ai pas de cargaison et de primes à livrer pour l'instant. Voilà. Eh bien, nous sommes quasiment à la fin de notre tour, puisqu'on arrive à la 3e étape de rencontre. Et on choisit une option. Donc, soit on combat une patrouille présente sur le secteur. Moi, il n'y a pas de patrouille de présente, là. C'est obligatoire si on a une influence négative auprès de la faction de la patrouille en question, d'ailleurs. On peut résoudre une carte rencontre ou résoudre un pion contact. Alors, résoudre une carte rencontre, eh bien, c'est piocher une carte du lieu correspondant à la planète où on se trouve. Et résoudre un pion contact, c'est choisir un pion et le révéler et résoudre la rencontre. Alors moi, tout à l'heure, j'ai regardé cette rencontre-là. C'est une rencontre de niveau moyen qui concernait le syndicat. Je vais peut-être faire la rencontre de ce personnage, parce que s'il faut, par exemple, le transférer sur une planète du syndicat, ça pourra me rapporter de l'argent et en plus peut-être une influence auprès d'une faction qui m'est encore indifférente. Donc je vais faire ça, je crois. Je vais faire une rencontre tout de suite, et puis en plus, comme ça, je subtiliserai un personnage, enfin, j'empêcherai mon adversaire d'agir auprès de ce personnage avant moi. Alors, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, je rencontre ce perso. Donc, c'est le drone IGRM. Et pour effectuer cette rencontre, je révèle donc le jeton. Et ensuite, je vais chercher la carte correspondante. Et là, c'est le numéro 15. Alors, on va voir. Donc, j'ai localisé ce personnage. Il n'y a qu'une seule carte 15. On le voit. Hein. Donc, nous allons en prendre connaissance tout de suite. Ok, alors, droïde IGRM. Ce droïde garde du corps et de maintien de l'ordre travaille pour Zicatro Visago. Mais il suffirait de le reprogrammer un peu pour qu'il travaille pour vous.
Si vous avez une réputation négative auprès des syndicats, effectuez un test de furtivité. Alors, on est compétent en furtivité. Si vous échouez, votre personnage subit de dégâts. Si vous avez une réputation positive ou neutre auprès des syndicats, vous pouvez effectuer un test technologie. Alors, on n'est pas compétent en technologie puisqu'on a furtivité et tactique, mais pas technologie. Si vous réussissez, gagnez le membre d'équipage ci-dessus et défausser le pion droïde IGRM. Ah ouais, et en plus, ce droïde nous rapporte plus 2 en armure. C'est vraiment bien. Donc nous, on est dans la situation où notre réputation auprès des syndicats est neutre ou positive. Donc il va falloir qu'on fasse un test de technologie. Alors pour faire ça, je vais aller chercher la piste 2D et je vous explique tout de suite comment on procède à un test. Alors pour procéder à un test dans ce jeu, quelle que soit la compétence du test, on va lancer 2 dés. Donc ce sont des dés 8 faces fournis par le jeu. Et pour optimiser nos chances d'obtenir des succès, eh bien, il va falloir être compétent. Plus on est compétent, plus on a de chances d'obtenir un succès au test. Alors, quelles sont les options? Donc, si on obtient une face sans symbole, eh bien, c'est un échec. Si on obtient une face concentration, c'est un échec, sauf si on a une compétence en plusieurs exemplaires. On obtient un succès si, à condition que sur notre personnage, on ait un mot-clé correspondant au mot-clé du test. Donc là, ce n'est pas un test de furtivité ou tactique, c'est un test de technologie. Donc ça veut dire, donc ce qui signifie que là, mon personnage n'est pas particulièrement compétent. Donc je ne vais pas devoir obtenir cette face de succès. Mais dans tous les cas, pour réussir un test sans avoir à disposition la compétence requise, eh bien, je vais devoir obtenir au moins un succès critique sur mon lancer de dés. Donc c'est assez difficile parce que le succès critique, vous, vous doutez bien que c'est la face la plus rare sur les dés. Donc on fait le jet et on voit ce qu'on obtient. Eh bien là, on obtient un succès critique. Donc eh bien, ce test est réussi. C'est un gros coup de chance. Ce qui signifie que pour cette fois, si vous avez au moins une réputation positive ou neutre auprès des syndicats, vous pouvez effectuer un test technologie. Si vous réussissez, vous gagnez le membre d'équipage ci-dessus et défausser le pion droïde IGRM. Donc là, eh bien, notre test étant réussi, ce droïde est reprogrammé et vient nous servir, notamment à renforcer 2 points de structure. Alors, attention, hein, ce symbole concerne le personnage ici, et non pas le vaisseau. C'est pas le même symbole. Donc là, c'est 2 points d'armure, pardon. Voilà, c'est une espèce de garde du corps qui travaille pour nous maintenant. Voilà pour ce test. Bien joué, donc on peut être content. Il n'y a pas d'impact en matière d'influence, je ne crois pas, puisque ce n'est pas une prime ou quoi que ce soit, donc il n'y a pas d'impact particulier. Et donc, cela met fin à notre étape de rencontre. Dernière chose à faire, je défausse ce jeton, ce qui fait que désormais, ce personnage ne pourra pas être rencontré par notre adversaire. Et cette fois, notre tour est totalement terminé. On passe ensuite à l'automa. Alors, comment agit-il? Eh bien, c'est pareil. On a mélangé son deck. On va piocher une carte et c'est cette carte qui va nous indiquer quelles sont les actions de Kanban. Alors, justement, on voit tour du joueur IA, Kanban, c'est sa carte signature que l'on pioche directement. Première étape, étape de planification comme nous. Effectuer la première ligne applicable. S'il est vaincu, il enlève tous ses dégâts. Il n'est pas vaincu, c'est le premier tour. Il se déplace vers une prime à cibler, personnage, membre d'équipage ou contact, où il gagne 2000 crédits.
Alors, dans le cas d'un chasseur de primes, s'il n'y a pas sur le plateau de personnages révélés correspondant à l'une de ces primes recherchées, eh bien, Cad-Ban va se diriger vers une prime potentielle. Donc masqué, ça veut dire que celui-ci va se diriger, là il cherche le docteur Evazan, qui est un personnage de niveau blanc, donc il va se diriger vers le jeton blanc le plus proche. Je vérifie. Alors, le chasseur de primes fonctionne comme le paquet 1. Toutes les cartes IA chasseur de primes indiquent au joueur IA de se déplacer vers une rencontre de primes à cibler. La prime à cibler est un personnage. Si le joueur IA possède une prime qui ne correspond à aucun personnage, membre d'équipage ou pion contact face visible sur le plateau, le pion contact face cachée le plus proche qui correspond à la classe de cette prime, blanc, vert, jaune ou orange, est considéré comme correspondant à cette prime. Donc c'est bien ça. Donc Cad va se déplacer vers le premier personnage blanc. C'est pour ça que j'ai mis ce petit jeton objectif. Alors est-ce qu'il peut? Lui, en hyperespace, il a 5. Donc ça devrait suffire. Hein. Il doit faire 1, 2, et il se retrouve sur l'anneau de Kefren, où il va pouvoir éventuellement rencontrer ce personnage. Ensuite, donc ça c'était pour sa phase planification. Ensuite, on passe à l'étape d'action. Effectuer toutes les lignes applicables. S'il possède au moins une gloire et moins de 20 000 crédits, il perd une gloire et gagne 10 000 crédits. Ouais, donc Cad doit être un joueur ou un flambeur. Donc il perd une gloire, mais il gagne en échange 10 000 crédits. Voilà, ça c'est fait. Il achète un vaisseau. S'il ne peut pas, il achète un équipement. Donc là, on doit faire toutes les lignes applicables. Donc là, dans la mesure où il a 16 000 crédits, il peut tout à fait acheter un vaisseau. Alors, comment l'IA effectue les achats? Eh bien, ça ressemble assez à la façon de procéder. Sauf que lui, il défausse systématiquement la première carte. Donc, il défausse la première carte et révèle la suivante. Cette carte est un cargo léger YT 2400 qui coûte 20 000 crédits. Il ne peut pas l'acheter, donc il va encore défausser cette carte. Il fait comme nous on ferait en fait. Ensuite, il va essayer d'acheter le vaisseau de patrouille Fire Spray 31 pour 20 000 crédits, mais il n'a pas les 20 000 crédits. Donc cette fois, il ne pourra pas effectuer cette action. Alors ça m'arrange. Mais puisqu'il ne peut pas acheter ce vaisseau, eh bien la carte de l'IA nous indique qu'il achète un équipement. Voilà, à la place. Donc un équipement, donc c'est la... C'est le deck avec cette face. Donc, eh bien, alors oui, dans la mesure où il n'a pas acquis de vaisseau, il n'y a pas d'effet particulier. Par contre, là, alors ce que je ne sais pas, c'est s'il défausse la première carte, du coup. Non, je pense pas, parce qu'il a déjà défaussé une carte au niveau des vaisseaux. Donc, il va essayer d'acheter cet équipement-là. En fait, c'est un droïde Astromech qui va lui permettre, quand il va en équiper son vaisseau, de gagner +1 en hyperespace. Cet équipement coûte 4000 crédits. Donc il va les dépenser, hein, il les a. Voilà. Je le rembourse 1000, comme nous on le ferait. Et il équipe son vaisseau de ce droïde, ce qui lui permet de gagner +1 en hyperespace. Ensuite, on passe à l'étape 3, étape de rencontre. Effectuer la première ligne applicable. S'il a une réputation négative auprès d'une patrouille de cette case, il rencontre cette patrouille. Il n'y a pas de patrouille sur son emplacement. Il rencontre une prime à cibler, personnage, membre d'équipage ou contact se trouvant sur cette case. Pareil, aucun personnage n'est révélé pour le moment. Il rencontre une prime à cibler, personnage, bon.
Il dépense 15 000 crédits pour gagner 2 gloires. Ce n'est pas possible puisqu'il vient de dépenser des crédits, il n'a plus que 12 000 crédits. Heureusement pour nous. Enfin, spécial, il défausse la carte du dessus des paquets marchés Mission et Luxe. Ensuite, remélanger cette carte IA dans le paquet IA. D'ailleurs, je suis en train de penser que dans la mesure où il a acheté une carte équipement, je dois révéler une nouvelle carte équipement. Et celle-ci a des conséquences puisqu'on révèle une nouvelle arme. Mais surtout, elle provoque le déplacement de la patrouille de faction des syndicats de 3 vers comment il s'appelle, Cadban, sachant que les patrouilles n'empruntent jamais, ne passent jamais à travers les noyaux, donc elles vont se diriger vers lui, donc c'est 3 en déplacement, 1, 2, 3, voilà, donc là, ici se trouve cette patrouille-là, et de plus, eh bien, on révèle un jeton jaune du lieu sur lequel se trouve Cadban. Or, il n'y a pas de jeton jaune sur ce lieu, donc on ne révèle pas de personnage. Non, c'est pas un jeton jaune, c'est un personnage tout court. Alors, je ne sais pas qui le révèle de manière préférentielle. Rencontre, pion contact. Le joueur est là pour rencontrer des pions contact face visible et face cachée. Lorsqu'il rencontre... Ah, il peut rencontrer un personnage. Il rencontre une prime à cibler. Le joueur peut rencontrer un, il retourne face visible. Si le contact correspond à une de ses primes, il résout. Ah oui, alors ça, j'avais pas vu. Donc là, dans la mesure, oui, j'ai oublié ça. Dans la mesure où Kanban est sur l'anneau de Kefren et qu'il cherche le personnage blanc, il va chercher à savoir qui est ce personnage. Donc il révèle le personnage et c'est Ponda Baba. Donc ce n'est pas la prime qu'il recherche. Et donc par conséquent, lorsque le joueur correspond à la classe, est considéré comme correspondant à cette prime. Rencontre, pion contact. Le joueur IA peut rencontrer les pions contact face visible et face cachée. Lorsqu'il rencontre un pion contact face cachée, il le retourne face visible. Si le contact correspond à une de ses primes, il résout une prime non opposée. Sinon, la rencontre prend fin. Donc là, dans la mesure où Ponda Baba ne correspond pas à la prime qu'il détient, sa rencontre s'achève comme ça. Il sait que Ponda Baba est là, mais c'est pas lui qui le cherche pour le moment. Et donc, c'est là où on passe ensuite à l'étape spéciale. Il défausse la carte du dessus du paquet marché. Donc, c'est ce qu'on a fait. Mais attention, il va aussi, puisqu'il avait acheté quelque chose, j'ai fait un truc un peu dans le désordre là, il va aussi révéler une prime. Alors, c'était acquisition, ça. Lorsque le joueur IA résout un icône de révélation de contact après avoir acheté une carte du marché, il retourne face visible le pion contact face cachée de la plus basse classe, dont le dos affiche le moins de points sur la planète. Si plusieurs pions sont éligibles, sélectionnez-en un au hasard. Donc là, le jeton de plus basse classe face invisible sur l'anneau de Kefren, c'est le jeton vert qu'il révèle, et il le révèle Hondo Onaka. Voilà, qui ne correspond pas non plus à une de ses primes. Donc il ne le cible pas. Voilà, par contre, il commence à savoir qui évolue sur l'anneau de Kefren. Et donc il sait qu'il va pouvoir quitter les lieux sans risquer de passer à côté d'une prime. Le bon côté, c'est que nous aussi, on sait qui évolue sur cette planète. Voilà. Alors, cela met un terme à son étape rencontre. Ensuite, on passe à la phase spéciale. Il défausse la carte du dessus du paquet marché Mission et Luxe. Alors, Mission. Donc, eh bien, la carte faveur impériale est mise au fond du deck et on en révèle une nouvelle. Alors, comme cette carte n'est pas révélée suite à une acquisition, on n'applique pas
les effets de révélation. Et luxe, c'est pareil. Donc l'agent clandestin là est défaussé. Et on révèle cette fois l'holotable de Géraric. Déjaric plutôt. Holotable de Déjaric. Ah oui, d'accord. L'holotable, c'est où il joue aux échecs. Ok. Voilà. Donc cela met fin au tour de 4 bannes. On doit remélanger cette carte dans son deck. Donc celle-ci sera de nouveau rencontrée à un autre moment. Un prochain tour. Voilà, on a fini cette première manche. On peut passer à une nouvelle manche de jeu. Et donc c'est à Boba Fett d'agir cette fois. Boba Fett qui n'avait pas bougé. Alors maintenant on sait qu'à cet endroit, la prime de niveau blanc ne correspond pas à notre recherche, à l'Obot. Donc on va plutôt se diriger ici, sur Naboo, pour voir un petit peu ce que cache cette planète. Qui se cache sur cette planète. Donc, eh bien, on va procéder au tour du joueur. Alors, étape de planification, donc on va se déplacer d'un nombre inférieur ou égal à notre hyperespace. Donc on peut se déplacer de 5 lieux. Voilà. Alors de 5 lieux. Donc on a un reload, j'aimerais qu'on aille à Naboo. 1, 2, 3, 4. Donc on peut tout à fait l'atteindre. Donc on se déplace. Voilà, notre phase de planification est faite. Ensuite, action. Notre action va commencer par révéler secrètement le jeton blanc pour voir de qui il s'agit. Il s'agit de W1LE, donc d'un droïde. On ne va pas le révéler, simplement parce qu'on risquerait de donner l'information à Cad Bane. Ok. Donc voilà. Ensuite, on sait qu'on ne va pas avoir à rencontrer ce personnage. Donc ça, c'était notre première action. Deuxième action, on a encore 3000 crédits. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons acheter pour 3000 crédits? Alors, j'ai bien envie d'acheter Garidan. Garidan, récompense de capture, livrer le pion Garidan à Kessel. C'est 2 gloires et une réputation rebelle. Après avoir gagné, on perd une réputation impériale. Ouais, j'ai envie d'acheter cette prime. Elle est bien parce qu'elle me permet de gagner 2 gloires. Donc je la récupère. Et vu que j'ai acquis cette prime, eh bien j'en révèle une nouvelle et je dois résoudre les effets de révélation. Sauf qu'il n'y a aucun effet a priori. Et là, on a Maskanata. Alors ça, par exemple, c'est pas cool parce que Maskanata, eh bien, il est là. Et du coup, son emplacement est connu, ce qui pourrait arranger Cad Bane. Bon. Ok, alors heureusement, non, je suis en train de penser, c'est pas grave, puisque lui, il va défausser obligatoirement la première carte. Donc, c'est l'avantage. Ok, alors, moi, j'ai acquis une prime, ça y est. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux tout à fait défausser la carte sur une pile de marché. Je vais défausser l'arbalète, là, parce que l'arbalète, elle permettrait à Cad Bane de gagner plus 2 en combat. Donc je vais la défausser. Parce que je ne peux pas l'acheter, sinon je l'aurais peut-être acheté, mais là je ne peux pas l'acheter. Donc je la défausse. Puisque je la défausse, j'en révèle une autre sans même regarder. Alors là c'est quoi? Bouclier amélioré, donc ça apporte 1 en structure. Action, enlever un dégât de votre vaisseau. Ah, c'est pas mal aussi et ça coûte 3. Mais j'ai déjà fait une acquisition, donc si elle est encore là, j'essaierai d'acheter cet équipement pour gagner un bouclier supplémentaire. Échanger des cartes avec un joueur non. Acheter une carte, c'est fait. Vous pouvez défausser la carte du dessus d'un paquet marché, c'est fait. Livrer une cargaison aux primes, ce n'est pas l'ordre du jour. Donc je passe à la 3e étape, l'étape rencontre.
Combattre une patrouille sur mon lieu, il n'y en a pas. Il n'y a pas de patrouille. Résoudre une carte rencontre ou résoudre un pion contact. Résoudre un pion contact. Tout à l'heure, j'avais révélé le blanc, donc c'est W1LE. Le problème, c'est si je le résous, je le révèle. Donc, je ne vais pas le résoudre, ni le révéler. Et je vais résoudre une carte rencontre sur Naboo. Surtout que j'ai une influence positive auprès des impériaux. Par contre, je suis en train de voir qu'il me manque un jeton. Là. Ah, il est là, il a sauté. J'avais une influence positive auprès des Hutt. Donc j'ai une influence positive auprès des impériaux, ce qui va peut-être me favoriser dans cette rencontre. Donc je pioche une carte Naboo pour effectuer la rencontre du lieu. Sur Naboo, si vous avez une réputation positive auprès des impériaux, c'est le cas. On va s'occuper de vous et ensuite je vous donnerai l'info. Longue vie à l'empereur. Enlevez tous les dégâts de votre vaisseau et de votre personnage. Ensuite, vous pouvez regarder secrètement un contact sur n'importe quelle planète. Ah, ils vont me donner de l'info. Alors moi, je ne suis pas blessé, donc je n'ai pas le bénéfice de cette carte, le bénéfice premier de cette carte. Par contre, je peux révéler un contact n'importe où dans la bordure extérieure. Donc, je voudrais savoir qui se cache sur ce pion-là. Sur Tatooine. C'est l'agent du Soleil Noir. Ok. Donc, l'agent du Soleil Noir. Alors, est-ce qu'il fallait que je révèle ou est-ce que je pouvais regarder seulement? Enlever. Ensuite, vous pouvez regarder secrètement. Donc, moi, je sais qu'ici, c'est l'agent du Soleil Noir. Je ne le recherche pas. Donc, je vais plutôt me déplacer là directement. Alors que Cad Bane n'a pas l'info. C'est bon, ça. Pour le moment, je suis plutôt bien. J'ai bien fait de prendre cette influence. Ok. Voilà ce qui met fin à mon tour, puisque je viens d'effectuer ma rencontre. Bon, elle s'est soldée par une information stérile, mais qui me fait progresser quand même. Je sais déjà que je vais pouvoir me rendre sur Naluta directement. Sachant que j'ai 2 personnages de niveau blanc, donc j'ai quand même plus de chances de les trouver, puisqu'il me reste 1, 2, 3 pions à découvrir de niveau blanc. Donc les chances augmentent. Voilà, cette fois, mon tour prend fin. Je n'ai pas d'autres tests à faire. En termes d'action, là, si vous avez une planète avec une icône faction, dépensez 5000, je n'ai que 3000. Action, si vous trouvez sur Takonada, non. Donc voilà, donc mon tour se termine comme ça. C'est maintenant à Cad Bane d'agir. On tire une nouvelle carte. Ah bah, on a remélangé, c'est encore la carte signature de Cad Bane, décidément. Étape planification, effectuer la première ligne applicable. S'il est vaincu, non. Il se déplace vers une prime à cibler. Alors, il se déplace vers une prime à cibler. Donc lui, il a toujours la prime du docteur Evazan. Donc sa prime à cibler, c'est le jeton blanc le plus proche de lui. Donc c'est celle-là. Nous, on sait qui c'est, mais pas lui. Donc il va essayer d'atteindre cette destination-là. Ça, c'est bien. Donc on a un coup d'avance là. Il se déplace vers une prime à cibler. Ok, donc là, il y va, à condition qu'il puisse. Hein. Il a 5 en hyperespace, et il lui faut donc 1, 2, 3, 4, 5. Il ne peut pas atteindre cette planète par ce chemin-là. Par contre, peut-être que par là, il peut. 1, 2, 3. Ah oui, il peut par là. Donc, il fait ça. 1, 2, 3, et il atteint Naboo. Ce qui va lui permettre de rencontrer ce jeton. Ensuite, étape d'action. Effectuer toutes les lignes applicables. S'il possède au moins une gloire et moins de 20 000 crédits, il perd une gloire et gagne 10 000 crédits. Alors, il possède au moins une gloire, donc il va les perdre et récupérer combien? Il a moins de 20 000 crédits, il a 12 000. Donc, il va récupérer 10 000 crédits. Donc là, ça l'amène à 22 000 crédits. Ensuite, s'il ne peut pas... Alors, il achète d'abord un vaisseau. Alors, 20 000. Il va défausser cette carte. Je vais vérifier ça, parce que j'ai un doute, parce que là, il pourrait l'acheter. Rencontre. Non.
Clarification. Le joueur ne peut pas acheter la carte mission. Voilà. Alors. Achat. Avant d'acheter, le joueur IA défausse la carte du dessus du paquet spécifié. Si les conditions suivantes sont remplies, la carte ne peut pas être achetée. Là, elle peut être achetée. Il n'a pas assez de crédit là, assez de crédit. Il n'a pas d'emplacement vide ici. Il achète depuis le paquet marché vaisseau. Et la carte ne coûte pas plus cher que le vaisseau actuel. Bon, bah là, donc il ne défausse pas cette carte, il l'achète. Hein. Donc là, il nous achète pour 20 000 crédits directement un nouveau vaisseau. D'ailleurs, je crois que c'est le vaisseau de Boba Fett dans les films. Donc ça m'énerve. Ce vaisseau a 6 en hyperespace, 5 en combat et 6 en coque. Il peut transporter une cargaison ou un module, un autre module et 2 membres d'équipage. Donc c'est un gros vaisseau. C'est le patrouilleur Firespray 31. Donc on va aller le chercher et il se porte acquéreur de ce magnifique vaisseau pour 20 000 crédits. Alors tous les vaisseaux sont en un seul et unique exemplaire, hormis les vaisseaux de base, ce qui signifie que nous ne pourrons jamais récupérer le vaisseau de patrouille Firespray, celui-ci. Voilà. Il est la propriété de Cad Bane, désormais. Donc dans ces cas-là, on laisse en place tous les membres d'équipage et modules cargaison et on remplace simplement le vaisseau. Voilà, alors par contre, il faut que je le mette du bon côté. Slave One, vaisseau de patrouille. Ok. Donc là, le vaisseau de patrouille est bien plus intéressant que le vaisseau de base, évidemment. Voilà. Ensuite, on continue avec les actions de Cad Bane. Donc, il a acheté un vaisseau, donc il n'achète pas d'équipement. Ensuite, étape rencontre. Effectuer la première ligne applicable. S'il a une réputation négative auprès d'une patrouille de cette case, aucune patrouille n'est présente sur Naboo. Il rencontre la prime à cibler, personnage, membre ou contact se trouvant sur cette case. Donc là, on sait qu'il cherche toujours un personnage de classe blanche. Donc il va révéler ce jeton. C'est le droïde W1LE qui ne correspond pas à ses primes recherchées. Donc sa phase rencontre s'achève. Ici, oui, cette carte-là ne sera plus utilisée. Ensuite, il dépense 15 000 crédits pour gagner de gloire. Alors, comme il a dépensé 20 000 crédits, il ne lui reste que 2 000 crédits, donc il ne peut pas effectuer cette action. Enfin, spécial, il défausse la carte du dessus des paquets marchés, mission et luxe. Donc, comme tout à l'heure, il fait tourner le deck. Alors, mission, c'est sauvetage dans les mines qui part, et c'est une nouvelle mission intéressante, infiltrer les vers blancs. Alors évidemment, les conditions de révélation ne s'appliquent pas pour l'instant, et il va effectuer la même chose sur le deck luxe. Donc on dit au revoir à l'holotable de Dejarik et bonjour à l'holocron site. L'holocron site. Alors ça, c'est des cartes que je ne connais pas, donc pareil, on n'effectue pas ces pouvoirs de révélation-là, ces effets de révélation. Voilà pour le tour de Cad Bane. Et on doit remélanger cette carte dans son deck. J'aime beaucoup comment fonctionne l'IA parce qu'on ne se pose aucune question, en fait, tout est bien. Il y a quelques éléments de règles et quelques principes de fonctionnement à connaître qui sont résumés soit dans le livret d'apprentissage, soit dans le livre de règles de
de l'extension, mais globalement, c'est assez facile à cerner. On ne se pose pas vraiment de questions. Voilà. On passe au troisième tour et c'est à nous de jouer. Alors, eh bien, j'ai oublié de révéler un nouveau vaisseau. Alors là, c'est un cargo léger YV666 pour 15 000 crédits. Mais sauf que nous, là, on est pour le moment pas très riche. Je pense qu'on va se déplacer tout de suite pour aller voir ce qui se passe sur... Alors, pas sur Tatooine. On sait que là, c'est un envoyé du Soleil Noir. Là, je me souviens, un émissaire du Soleil Noir. On va aller sur Naluta plutôt. Donc, on se déplace directement. On était sur Rilot. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, on arrive sur Naluta. On va utiliser notre action secrète, notre compétence particulière pour regarder secrètement le contact. Et c'est le docteur Evazan. Alors là, ce que j'ai bien envie de faire, c'est lui couper l'herbe sous le pied en rencontrant ce personnage pour éviter que lui ne le rencontre. Ce qui serait intéressant, je pense. Est-ce que je fais ça? Ouais, allez, je fais ça. J'essaye. Donc là, oui, non, alors je le révèle pas pour le moment. Parce que je suis sur ma phase action. Ensuite, vous pouvez défausser la carte du dessus d'un paquet marché. Alors là, ouais. Alors, ben, qu'est-ce que je défausse comme carte du dessus marché? Ben, je vais défausser ce vaisseau, parce qu'il ne m'intéresse pas. Je veux un chasseur. Donc, 1. Ça, c'est quoi? Transport de classe Edge Hawk. Ça me... Ah, cela dit, il est costaud. Hein. Et il coûte 25 000. Ah ouais, il est énorme. Par rapport à lui, ouais, c'est à peu près les mêmes scores. Sauf qu'en plus, il permet de transporter 3 membres d'équipage. Par contre, moins de modules. Ouais, c'est pas un chasseur. Donc, je vais la défausser aussi. Non, j'ai déjà défaussé une carte. Donc, non. Donc là, maintenant, je vais procéder à un achat dans ma phase action. Et je vais acheter les boucliers améliorés pour 3000. Gagner plus en structure. Action, enlever un dégât à votre vaisseau. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc j'achète ça. Donc c'est un module. Donc je le connecte à mon vaisseau. Voilà, ça complète un petit peu mon équipement avec le drone qui renforce mon personnage et son armure. Là, c'est mon vaisseau que je renforce. Donc on passe à 5 en structure, en coque. Bien entendu, je paye les 3000 crédits. Et du coup, je dois révéler une nouvelle carte. C'est un propulseur secondaire. Je gagne 1 en structure. Pendant un combat spatial, si vous avez tactique, votre adversaire lance un dé de moins. J'ai tactique. Ah, ça aurait pu m'intéresser, ça. Bon, j'avais pas les crédits. Et il n'y a pas d'effet. Ça, c'est intéressant. Ok, donc j'ai déjà défaussé une carte. J'ai effectué un achat. J'ai effectué mon action spécifique. Je n'ai plus d'argent là pour effectuer quoi que ce soit d'autre. Échanger des cartes avec un joueur, c'est non. Donc je passe à l'étape rencontre. Et donc lors de cette étape rencontre, je vais rencontrer un jeton contact, ici, que je révèle, c'est le docteur Evazan, qui me permet d'aller chercher la carte numéro 9 dans la database. Alors je vais absolument lui couper l'herbe sous le pied, j'espère que je vais pouvoir. 9. Il n'y a qu'une carte 9 dans le deck. Donc c'est parti. Alors, docteur Evazan, moi non plus je t'aime pas. Effectuez un test de force. Si vous échouez, votre personnage subit 2 dégâts. Que le test soit réussi ou non, vous pouvez dépenser 2000 crédits pour gagner le membre d'équipage ci-dessous et défausser le pion du docteur Evazan. Ouais. Alors là, le seul avantage, c'est si je fais ça... ben non, en fait, c'est pourri. Ah ouais, parce que j'ai pas la force.
Effectuez un test de force. Si vous échouez, je prends 2 dégâts. Par contre, pour récupérer le personnage, il m'aurait fallu 2000 crédits. Ah mince, je ne savais pas ça. Bon, donc, du coup, n'ayant pas les 2000 crédits, je ne vais pas pouvoir rencontrer le docteur. Et lui, il va le cibler. D'ailleurs, parce que comme j'ai révélé son jeton, ouais, bah, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Donc, je vais quand même voir si je prends 2 dégâts. Donc pour ça, je fais un test de force avec 2 dés. Je suis pas compétent. Ah si, je suis compétent en force. Grâce à mon droïde. Donc je réussis si j'obtiens au moins un succès comme ça. Allons-y. Ah bah j'obtiens un succès critique, donc je réussis mon test. Donc je ne gagne pas, enfin je ne prends pas de dégâts. Ça c'est une bonne chose déjà. En revanche, eh bien, le docteur Evazan ne se rallie pas à moi puisque je ne peux pas le payer. Donc je remets la carte numéro 9 dans le deck database. Voilà, à son emplacement. Et ce qui met fin à ma rencontre. Et du coup, j'ai facilité la tâche de Cad. Ça m'énerve. Ouais, non, j'ai mal joué là. Très, très mal joué. Bien. Cela met fin à mon tour de jeu. Donc c'est du coup à Cad de jouer. Hop. Cette fois, il prend une carte du deck. Tour du joueur IA. Première étape de planification, effectuer la première ligne applicable. S'il est vaincu, non. Il se déplace vers une prime à cibler. Donc là, on voit qu'il va tout de suite essayer de rejoindre Naluta. Alors, est-ce qu'il peut? Il a 6 en déplacement désormais. Même 7 avec son droïde. Donc 7. Donc il peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il peut aller à Naluta en une seule fois pour cibler le docteur Evazan. Ouais, bah voilà. Direct. Ensuite, l'étape de planification est faite. On passe à l'étape d'action. Effectuer toutes les lignes applicables. Si tous ces emplacements primes sont occupés, il achète un équipement. Sinon, il achète une prime, même s'il se trouve sur une escale. Alors, ces slots prime comportent un slot disponible. Donc, il peut acheter une prime. Alors, donc, je viens de dire, si tous les emplacements primes sont occupés, sinon, il achète une prime. Donc, il va acheter... oh non, il achète la prime. Ah non, ça, il la défausse. Il défausse toujours la première carte du deck. Ah mais non, d'ailleurs. Non, il défausse la carte en fonction des conditions. Mais en l'occurrence, là, je pense pas qu'il y ait de conditions qui permettent, qui lui obligent de défausser la carte. Ah là là, je vais encore lui rendre service, là. Alors, mission et cargaison. Achat. Donc, avant de l'acheter, le joueur IA défausse la carte du dessus. Si les conditions suivantes sont remplies, la carte ne peut pas être achetée. Elle peut être achetée. Il n'a pas assez de crédit. Il a assez de crédit. Il n'a pas d'emplacement vide. Si. Il achète depuis le paquet vaisseau. Non. Il n'achète pas de carte s'il ne possède pas d'emplacement vide. Ce n'est pas le cas. Il doit respecter les prérequis de l'achat. Il ne peut pas acheter un vaisseau qui coûte plus cher que son vaisseau actuel. Donc, bien, rien n'empêche Cad Bane d'acheter cette prime, donc il l'acquiert. Alors là, il va faire un bon coup double. Alors attention, parce que Maz Kanata est quand même un personnage avec 5 en combat, ce qui pourrait lui jouer des tours, puisqu'il n'a que 4 en structure. Donc ça pourra peut-être le ralentir. Maz Kanata est sur Reload, donc ça va l'obliger à revenir un petit peu en arrière. Mais par contre, je vais du coup le cibler également. Voilà. Donc là, on voit que Cad Bane est bien opportuniste. Hein. Il sait mettre en place, il sait avancer ses pions. Puisqu'il a acquis une carte prime, on en révèle une nouvelle. Et c'est un avis de recherche qui provoque le déplacement vers Cad Bane de la patrouille
des HUD qui va se déplacer de 3 vers lui. Donc les HUD vont se déplacer de 1, 2, 3, non, 3, la note qui est freine. Alors il n'y a pas de parcours privilégié, hein, c'est vraiment à nous de choisir. Moi je prends le chemin le plus court, mais il doit se diriger en direction du joueur actif. C'est surtout ça. Donc voilà pour l'effet de révélation de carte. Ensuite, étape rencontre. Effectuer la première ligne applicable. S'il a une réputation négative auprès d'une patrouille, il n'y a pas de patrouille là-bas. Il rencontre une prime à cibler. Personnage, membre d'équipage ou contact. Donc là, la cible, alors même s'il est au même endroit que moi, il ne cherche pas à me rencontrer, il va chercher à rencontrer le docteur Evazan immédiatement. Donc comment ça se passe? Eh bien c'est simple, quand l'IA rencontre une prime à cibler, il doit s'y prendre de la manière suivante. Alors je revérifie. Objectif. Achat, mission. Donc il doit effectuer une prime non opposée. Voilà, les primes opposées étant des cas spécifiques lorsque un personnage fait partie de mon équipage ou quand il s'agit de mon propre personnage. Voilà, prime non opposée. Pour résoudre une prime non opposée, retirez de la partie le jeton contact et le membre d'équipage qui est rencontré. D'accord, donc on va retirer le jeton du docteur Evazan de la partie. Donc ça c'est un blanc. Ok. Ensuite, le joueur IA gagne la récompense d'élimination de la carte prime. Alors la récompense d'élimination de la carte prime, on la regarde. Donc récompense d'élimination, il gagne 5000 crédits et une gloire. Donc Cad Bane passe à 1 en gloire et 5000 crédits pour l'assassinat, ni plus ni moins, hein, du docteur Evazan. Ensuite, le joueur IA subit sur son personnage des dégâts égaux à la capacité de combat de la carte prime ou sur son vaisseau de dégâts égaux à la capacité de combat spatial de la carte prime. Donc là, c'était une capacité de combat terrestre. Donc, Cad Bane subit 2 dégâts sur son personnage. Voilà. Donc il a été blessé dans ce combat. Ce qui met fin à cette rencontre. Alors bien sûr, il a remporté la bataille. Hein. Donc effectuer la première ligne applicable, c'est fait. Ensuite, spécial. Ah, il y a un spécial quand même. Si tous les emplacements membres d'équipage ne sont pas occupés, alors non, il a encore une place à membre d'équipage. Il gagne gratuitement le membre d'équipage correspondant à un pion contact face visible de la classe la plus basse de cette planète. Or, là, il n'y a pas de membre d'équipage face visible, enfin de jeton contact face visible sur cette planète. Donc, il ne va pas gagner de membre d'équipage. Et oui, il ne révèle pas de pion puisque il n'a pas localisé d'alliés potentiels. Ok, voilà, ce qui met fin à son tour. Voilà, bah écoutez, je pense que là, je vais m'arrêter là pour cet épisode. On a déjà vu que les choses se mettent en place, que comme nous, Cad Bane va cibler des personnages. Alors nous, on n'a pas encore réussi à les trouver. Hein. Je pense qu'ils sont ici et là. Donc de ce point de vue-là, il est en avance sur nous, même si j'ai usé de pas mal de ruses pour éviter de révéler trop de jetons pour lui donner les informations nécessaires. On voit que j'ai raison de faire ça, puisque dès qu'il connaît l'emplacement d'un personnage, il se rue dessus. Hein, ce qu'il va aussi faire pour Maskanata. Donc attention à cette logique de rencontre. Ça m'a déjà joué des tours, même si j'avais bien appréhendé le fonctionnement de notre adversaire.
Alors, qu'est-ce que je peux dire en conclusion de ce premier épisode? Eh bien, ce qui me vient là, c'est que je tire un peu mon chapeau à FFG, qui sont souvent critiqués pour leur politique commerciale, hein, qui est très agressive, qui coûte extrêmement cher, puisque les jeux sont vendus très cher, que les extensions sont également vendues très cher, qu'il n'y a pas de rangement. Enfin bon, qu'on est un peu pris pour des imbéciles, dans la mesure où lorsqu'on met du temps pour acheter un jeu, eh bien, on a du mal après à trouver les extensions qu'on souhaite, etc., puisque les éditions sont interrompues assez rapidement après la sortie. Donc ça, c'est sûr que c'est condamnable. Par contre, il faut reconnaître que FFG connaît son métier en matière de développement de nouveaux jeux, et que avec Star Wars Border Exterior, ils ont réussi à revisiter un petit peu, en tout cas c'est l'impression que j'ai, revisiter même conséquemment le concept proposé par Star Wars, parce que c'est pas évident de proposer quelque chose d'original, et là je trouve qu'on est déjà dans quelque chose d'original. On vit une aventure vraiment propre à nous, singulière, qu'on ne retrouve pas dans les différents épisodes de la saga, même si on a quelques repères. Bien sûr, là je joue délibérément avec Boba Fett, mais quand même, on vit quelque chose de différent, qui est en marge de l'histoire qu'on connaît tous, hein. Mais ouais, vraiment, ça, c'est l'apport. Donc moi, je m'amuse bien. Et puis l'autre intérêt du jeu, c'est qu'on est toujours sur cette logique-là de grande profondeur, avec beaucoup de cartes, beaucoup de missions intermédiaires, beaucoup de choses à faire à chaque tour. Euh, une réflexion autour d'une tactique et du fil rouge que vont constituer les ambitions. Donc ça, c'est super intéressant. Donc un jeu avec une grande densité, mais en même temps avec des règles limpides et simples à mettre en œuvre. Donc ce qui permet de sortir le jeu d'ailleurs assez facilement, contrairement à d'autres comme les Contrées de l'horreur, qui sont quand même plus difficiles à appréhender pour des joueurs occasionnels. Je trouve que Border Exterior, de ce point de vue-là, est très très réussi dans sa fluidité. Bon, et puis évidemment, je pourrais aussi parler de l'IA, mais on aura l'occasion d'évoquer d'autres points lors d'un prochain épisode à venir. Voilà, sur ces mots, je vous dis à très bientôt sur Edric Studio Jeux de Plateau. J'espère qu'on se retrouvera pour le prochain épisode. En attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Salut!